Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois un groupe qui est formé par 4 garçons. Emilio, Alex, Jimmy et Alex, parce que y a 2 Alex dans ce groupe. Comment allez-vous ? Salut. Très bien. Ça va. Parfaitement bien. Ça va super. Alors, votre groupe, il s'appelle Zai. Comment vous dites ? Ah, c'est un débat. On laisse choisir un peu les gens. En fait, on l'a écrit au début des ADY pour des raisons qu'on va expliquer juste après rapidement. Ouais. Et on se rend compte que les personnes qui viennent nous voir, les personnes qui sont amenées à dire notre nom à haute voix, l'ont dit de plusieurs façons, dont 2 qui reviennent le plus souvent. Et c'est Daisy ou des ADY. Du coup, il n'y a pas vraiment de manière de le prononcer, hein. C'est vraiment au feeling. Voilà, il n'y a pas de manière définitive plutôt. Ouais, c'est ça. Bon, si vous l'avez conçu comme des ZY, on va garder ça. Eh ben, c'est parfait. Alors, vous êtes un groupe de 4, je le disais. Vous avez sorti un premier EP il y a quelques mois. Alors, on va évidemment revenir dessus. On va aussi parler du groupe et du rôle de chacun d'entre vous. Mais avant, j'adore commencer cette émission par une question. Quel est votre premier souvenir lié à la musique dont vous vous souvenez, évidemment, indépendamment les uns des autres ? Alors, moi, je dirais petit avec les cassettes, les petites cassettes là, avec c'était souvent vendu, ils vendaient ça souvent avec des magazines, peu importe, il y avait souvent des musiques dessus. Et c'était à l'époque je crois que c'était la dance ou le truc comme ça là. Et ouais, je crois que c'est ça avec le gros truc où on appuie dessus sur le play pour rembobiner aussi. Je crois que c'est ça. La vieille machine. Ah ouais, c'est un vieux truc. C'est un truc pour enfants en plus. Là. Moi, je crois que c'est pareil, tout petit, forcément. Ça devait être la radio, beaucoup de classiques français, type Woolsey, Souchon, et un peu... je sais que mon père, il écoutait aussi beaucoup de U2, ce genre de groupe anglophone. Moi, pour ma part, c'était dans la voiture avec mes parents, et surtout mon père notamment, où il avait vraiment une seule foutue cassette dans sa voiture. C'était Stevie Wonder, en boucle. Mais donc, pour moi, la musique, ça consistait à Stevie Wonder seulement, à ce moment-là. La classe. C'est clair. Moi, c'était quand j'étais vraiment petit. Mon père, il écoutait beaucoup de heavy metal, hard rock. Voilà, toujours un peu écouté de tout. Mais c'était surtout sa période heavy metal. Un groupe en particulier. Et j'aimais pas du tout. Et je lui avais fait la remarque précisément en mode « Ouais, c'est quoi cette musique qui crie ?» Et aujourd'hui, au final, je kiffe ce groupe-là. C'était quoi comme groupe ? C'était Uriah Heep. Alors, on va parler maintenant de chacun d'entre vous, si vous me permettez. Alors, je vais commencer avec Emilio. Toi, tu es à la batterie. T'en fais depuis quand, de la batterie ? Alors, j'en fais depuis que j'ai environ 15-16 ans. Voilà. J'ai commencé en autodidacte, puis j'ai fait du conservatoire ensuite. J'ai une formation jazz, et puis après j'ai rejoint différentes formations, en passant par de la funk, du rap, du reggae. Voilà. Et on voit pas mal de batteries en ce moment qui sont se font finalement avec des machines. Maintenant, c'est une batterie, on appelle ça une batterie électrique ? Oui, après, c'est des programmations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des bons plugins qui permettent de bien émuler les batteries, ce qui est en soi chouette pour pas mal de styles très actuels, en fait. Et t'as déjà essayé ce genre de choses ? On essaye d'en incorporer petit à petit dans notre musique. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait... pourquoi la batterie ? Parce que c'est vrai que c'est un instrument quand même qu'on ne peut pas déplacer partout, quoi. Oui. Alors ça, les passions, c'est comme l'amour, on ne le choisit pas. Ça vient comme ça. Non, j'écoutais beaucoup Queen à une période. Il y avait un live qui passait, live at Wembley. Le premier morceau, c'est One Vision. Et à un moment donné, il y a une sorte de solo de batterie. Et je trouvais ça complètement fou. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique, de la batterie.
Je parlais d'instruments qu'on peut déplacer. Enfin, du coup, le tien, on peut pas. Mais toi, Alex, t'es à la basse et tu es aussi au chant. Et on a souvent l'impression, c'est vrai que, en tout cas, beaucoup de gens le disent, de pas entendre la basse quand on écoute une musique. Et pourtant, quand elle est pas là, elle fait une énorme différence. Tout à fait, ouais, c'est ce qui fait toute la différence, justement. Mais au début, ça semble. Au premier abord, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément tendance à écouter cet instrument-là. Mais il y a certains groupes qui ont réussi à justement prouver que les jeux de basse pouvaient être bien entendus et justement donner ce côté un peu groove, même des styles, par exemple, tout ce qui est disco, funk. Effectivement, c'est un petit peu, je trouve, c'est souvent l'instrument qu'on laisse de dernier recours. Mais il y a quelque chose qui est vraiment cool comme instrument parce que c'est vraiment la jonction entre la mélodie et le rythme. Et ça, ouais, c'est ça, exactement. Il y a ce côté aussi d'être dans le fond, de se faire doucement remarquer avec l'énergie qu'on peut amener, qui font la différence, mais qu'on entend rarement, mais pourtant qui font vraiment la différence. Et c'est ça qui est cool avec cet instrument-là. Et puis c'est vrai que pour rejoindre ce que tu dis, il y a certains styles et il y a certains artistes aussi qui l'utilisent beaucoup plus, notamment par exemple Clara Luciani qui a pour son tube, le premier qu'elle a sorti, a une ligne de basse qui fait toute la différence sur son titre, La Grenade. Complètement, mais on sent un petit peu les influences disco de la pop des années 70-80, ça revient un petit peu et ça franchement c'est cool, il y a d'autres groupes qui font ça. Il y a d'autres groupes qui font ça en ce moment, même des groupes parisiens, je pense à l'Impératrice qui amène justement ce côté très coloré et pas mal de relief sur les morceaux. Et justement, même question, quand est-ce que tu as commencé la basse et pourquoi la basse? Alors j'ai commencé un petit peu tard, moi j'ai commencé au lycée, en seconde. Ça faisait bien longtemps que je voulais faire de la musique et au final j'avais souvenir de jouer à Guitar Hero et d'entendre justement, de découvrir en fait, j'ai découvert la basse à cet art, mais au final c'est quelque chose qui m'a plu énormément. Et ça n'a pas duré, je crois que au bout de 6 mois, j'ai craqué, j'ai commencé à en acheter une et à travailler. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un groupe directement au lycée. Bon, c'est la chance de pas mal de bassistes au lycée de pouvoir trouver un groupe assez facilement. Et ça m'a permis de voir que vraiment c'était le travail en groupe, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est c'est incroyable de partager tous ensemble la musique, quoi, surtout quand c'est de la composition. Donc voilà, après, petit à petit, c'est comme ça qu'après j'ai rencontré les autres. Ça s'est fait petit à petit, mais voilà, j'ai commencé comme ça. C'est plus simple pour vous de travailler en groupe que de travailler seul? Ça dépend, je pense, du projet. Enfin, ouais. Au début, quand on travaille tout seul, on pense pas forcément au projet, de se dire tiens, j'ai besoin d'avoir plusieurs musiciens, etc. Je pense qu'au début, on se pose pas trop la question, vu qu'on est face à l'inconnu. Et puis avec le temps, effectivement, on se rend bien compte que quand on est tout seul, on peut travailler ou créer des choses dans un certain contexte. Je pense que c'est vraiment une question de contexte, ouais, effectivement. Et en groupe, voilà, on n'a forcément pas la même vision tout seul qu'ensemble. Et ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est pas forcément plus simple, mais c'est mieux en fait. C'est ça. Ouais. De mon point de vue. Simple, seul, on peut aller vite, puisqu'on se pose moins de questions, on va un peu évidemment là où on a l'habitude d'aller. Et là où à 4, du coup, il va y avoir un peu le point de vue de chacun qui va remettre en question pas mal de plans du morceau qu'on aurait validé nous-mêmes rapide, quoi. Surtout qu'ils sont assez différents, on a quand même pas mal on vient pratiquement de la même influence, mais de plusieurs types. Ouais, des branches différentes, ouais. C'est ça. Hein, et du coup, il y a pas mal de choses qui s'amènent avec nos 4 idées. Ça rapporte de la couleur. Complètement. Puis c'est plus facile, c'est plus facile. Psychologiquement, c'est moins dur d'être bloqué à 4 que d'être bloqué tout seul sur une idée. Non, mais vraiment, ce côté mince, vraiment, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Etc. Et non, c'est sûr qu'à plusieurs, au moins, au niveau des avis, c'est déjà plus simple, plus clair. Et puis il y a un côté aussi convivial, familial, fraternel aussi, j'imagine, entre vous, forcément. Bien sûr. La plupart du temps, ça part souvent d'une idée récréative plutôt, j'allais dire. Dans le sens où quand quelqu'un va, si c'est pas quelque chose qu'on a fait entre guillemets tous les 4, ça peut arriver que des choses viennent indépendamment des uns et des autres, des débuts d'idées. On va toujours prendre ces idées-là avec beaucoup de plaisir, beaucoup de jeu,
avant de se dire de but en blanc, ok, ça c'est ça, voilà ce qu'on pourrait faire avec. Non, toujours prendre ça avec un certain plaisir, un certain jeu, et à la fin, ça te permet vraiment d'avancer. Du circulo, c'est naturel. Puis ça reste un groupe de potes aussi. On se voit très souvent aussi pour ne pas faire de musique et juste pour discuter ou aller voir des concerts ou juste bouger, quoi. Donc c'est au-delà de ça, c'est la chance de pouvoir avoir des potes dans un groupe. Ouais, de pouvoir travailler avec des personnes qu'on aime bien. Ouais, c'est ça. C'est sûr. C'est sûr. Je continue à faire le tour de ce groupe de potes. Justement, Jimmy, toi, tu es à la guitare et tu es au chant. Par quoi est-ce que tu as commencé? J'ai commencé par le chant, clairement, puisque j'ai chanté très petit déjà dans des trucs de chorale avant de muer, des chants de Noël, des trucs dans ce délire-là. Pas très punk, mais voilà, en rapport avec mon âge à l'époque. Et donc, ouais, ça c'était très tôt. La guitare, c'est venu après, à l'adolescence, en écoutant notamment grosse époque David Bowie. Et juste par envie de faire le riff de Ziggy Stardust, j'avais la sensation que c'était atteignable sans être un virtuose ou quoi que ce soit. Donc je m'y suis mis un peu tout seul et voilà, petit à petit, j'ai continué. J'ai jamais lâché en fait. Et alors, c'était atteignable sans être un virtuose ou pas? Ouais, clairement. Celui-là, oui, en l'occurrence. Mais par contre, c'était pas composable sans être un bon compositeur, ça c'est clair. La technique, c'est bien différent. Tu parles de la mue, et c'est vrai que vous, les garçons, vous avez plus de différences. Et comment est-ce que tu as vécu ta voix qui a complètement changé, toi qui chantais justement petit? C'est bien tombé en fait, sans le vouloir, mais c'est tombé justement à l'adolescence, donc dans la période où je ponçais beaucoup plus ma guitare. Et c'est clairement un passage où j'ai plus du tout chanté. Je me suis remis à chanter ensuite. Bien plus tard, et notamment dans le groupe avec Daisy. Mais voilà. Sinon, il y a eu une grande période où je chantais plus, je faisais que jouer devant YouTube, dans ma chambre, sur des tutos, etc. Et voilà. Donc tu l'as pas mal vécu, c'est plutôt bien. Non, pas du tout. J'ai pas trop senti la transition, un moment où je voulais chanter avec la voix entre deux, pas trop. Parce que j'imagine que ce moment-là, ça doit être compliqué pour vous. Enfin, moi, j'ai des souvenirs d'une période à l'école où c'était assez drôle pour nous, mais moins pour les gars, quoi. C'est un délire, ouais. C'est un délire. Ça va très très vite. Hein. Si tu es au milieu d'un projet à ce moment-là, ouais, ça doit être quelque chose. Des fois, juste les vacances scolaires, tu sais, tu pars et tout d'un coup tu reviens. Ouais. En fait, ils ont plus la même. Et Jimmy, non, Alex, pardon, toi tu es à la guitare lead. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire la guitare lead à celles et ceux qui nous écoutent? Je pense qu'aujourd'hui, moi, c'est comment je le vois au sein de DZY. C'est pas juste une guitare lead pour dire, voilà, il y a une guitare lead qui va faire tous les solos, tous les trucs un peu, clairement solo, etc. Aujourd'hui, de plus en plus, on a la chance de pouvoir, pareil, toujours naturellement, s'échanger des parties. Je pense qu'avec Jimmy, qui lui est donc guitare chant, forcément, il va faire beaucoup plus de guitare rythmique parce que ce sera pour lui beaucoup plus naturel en chantant. Puis moi, je vais être derrière à mettre beaucoup de petites notes, de petites mélodies, des appuis. Mais sur beaucoup de morceaux, on fait aussi beaucoup de rythmique ensemble pour justement mettre ce côté un peu plus puissant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dire guitare lead, je le vois pas comme dans les années 80, on parlait de guitare héros, de gars qui... tu savais que tu venais pour voir ce gars-là, parce que ce gars-là, il va faire des solos pendant 45 minutes. C'est un peu mon cas, mais on essaye quand même de... Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et en fait, ça, c'est surtout avec le temps prendre conscience que parfois en mettre partout, c'est pas forcément la bonne approche. Mais c'est cool quand même, d'être considéré comme guitar lead. Ah, ça, c'est génial. Hein. Sur le titre et tout, sur le papier, ça fait classe, ça c'est sûr. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est voilà. Oui, parce que vous êtes deux guitares finalement. Ouais, exactement. Et toi, tu joues. Deux chants de guitare. Et oui, il y a Emilio, toi aussi, tu chantes. Non, c'est Alex le bassiste. Ouais. Emilio participe quand même activement beaucoup plus que moi sur les voix, de par l'écriture, la recherche mélodique, et il fait les chœurs sur scène alors qu'il est en train de taper sur le défu, quoi. Donc ça c'est cool, Non, moi je suis incapable de faire les deux en même temps. J'ai commencé il y a 15 ans grâce à un grand ami, Romain, bisous, si tu m'écoutes, je sais que tu vas nous écouter. Et impossible pour moi en 15 ans,
sérieusement, je veux dire, de me mettre à synchroniser les mains et, entre guillemets, les cordes vocales. Impossible. Ouais, pour déconner avec les potes, c'est rigolo, mais c'est à faire fuir des gens. Faut pas me demander de faire ça devant du public, ils vont partir. Ils vont partir. Et C'est pour ça que je me concentre beaucoup sur la guitare, ouais, effectivement. Est-ce que tu aurais un morceau de guitare à recommander peut-être pour celles et ceux qui commencent la guitare ou qui commencent un peu à jouer 3 notes Ah, j'en ai bien un en tête, mais c'est pas une bonne idée. Donc on le gardera pour plus tard. Non, pour commencer, tranquille, franchement, un petit Come As You Are de Nirvana. 4 notes, il me semble, ou 3, je sais plus. 2 cordes, maximum. Tranquille. Full chorus. Full chorus. Enfin, même, ouais, tu prends ton temps. Ça va, c'est coolos. C'est coolos. Bon, maintenant qu'on vous a un petit peu présenté, la vraie question, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Eh ben, on s'est rencontrés. Alors, il y a eu 2 rencontres, en fait. Ça s'est fait en 2 temps. La première étape, j'allais dire. Le premier temps, Alexis et moi-même, on s'est rencontrés dans une ancienne formation avec 2 autres gars avec qui on a fait pas mal de musique, on a bien accroché. Puis un jour, avec le temps, on a un petit peu arrêté ce projet parce qu'on le sentait plus trop. Je pense qu'on a tous été pris aussi par des événements personnels. C'était il y a quoi? C'était en 2017, ouais, un truc comme ça, ouais, je crois. À peu près. On était plus jeunes et on avait plus peut-être plus de mal à trouver du temps et à assumer cette activité-là. Donc on a arrêté. Et au final, pas si longtemps après, en 2018, avec Alexis, on a continué à garder contact, à jouer tous les deux ensemble, guitare basse et tout, grave cool. Et dans le studio où on travaille, encore aujourd'hui, un des gérants nous a présenté en fait un batteur qui venait de temps en temps pour s'entraîner, pour travailler, pour jouer ses partitions. Enfin vraiment, c'est comme ça que ça a commencé. Puis c'était Emilio. Puis depuis, il est resté, on est en 2024, c'est cool. Et Jimmy, pareil. Les deux, ils ont répété le même jour. Ouais, c'est ça, en fait, ouais. Ça s'est fait, 3 ans, c'est même pas. Exactement. En fait, ça s'est fait en 2 temps. On nous a présenté Emilio. Et en même temps, on avait croisé Jimmy dans une soirée à Paris où il faisait de la guitare. Parce que quand il était monté sur Paris, il avait commencé un petit peu à chanter, faire de la guitare. Et on l'avait croisé et on lui avait parlé. Et on lui avait parlé du projet, et donc du coup, on lui avait proposé comme ça de venir nous rejoindre. Il avait accepté, et du coup, on est passé de 2 à 4 en une soirée, quoi. Ouais, c'était cool. Ouais. Ça allait vite, en vague de 2. Ouais, exactement. Ouais, puis au début, c'était pareil pour recommencer à s'amuser sans forcément se dire le projet va s'appeler des ZY. Des ZY n'existaient pas. Des ZY étaient encore à au moins 2 ans de s'appeler des ZY. On avait beaucoup d'idées, on avait beaucoup de choses à vouloir essayer. Le fait de se retrouver à jouer en groupe, je pense que ça nous a vraiment fait du bien tous les 4. On avait beaucoup de choses à essayer avant de vraiment décider vers quel chemin on allait s'orienter. Et donc ça a pris pas mal de temps, il y a eu le Covid aussi. Mais voilà, c'est un projet qui a un peu pris son temps quand même. Mais pour forger quelque chose, maintenant on sait où on va et on sait vraiment ce qu'on veut faire. Bah, c'est vrai que dès le début, avant de commencer les concerts, on a fait quelques concerts avant la période Covid, et dès qu'on a repris, alors là justement, on avait énormément de choses à montrer, mais même avant ça, avant de commencer à faire nos premiers concerts, donc en 2019, il me semble, pas 2018, on avait écrit, je crois, allez, on va dire 12-13 chansons, et pour nous, c'était énorme parce qu'on pouvait jouer en fait facilement 1h, 1h10, et pouvoir proposer dès le début en fait des sets. D'en moyenne 1 heure, donc après on peut s'adapter, 40 minutes, hein, bien évidemment, etc. Et bah, déjà, ça nous a, je pense, donné beaucoup de confiance, et ça a rassuré aussi les lieux chez qui on démarchait en fait pour jouer, histoire de leur montrer qu'on avait quand même un peu de un peu de bagage, un peu de matière sous le pied. On avait plus ou moins on avait plus ou moins une direction. En tout cas, on voulait énormément produire et on ne savait pas vraiment vers où aller, mais on voulait énormément produire. Ça, c'est à l'époque où, en plus, avec Alex, on continuait à se voir, on continuait à faire des compos par-ci, par-là. Et dès le moment où on s'est mis tous les 4, c'est vraiment ce que nous ont apporté Jimmy et Emilio. Qu'en plus, déjà avec Alex, on n'a pas forcément les mêmes influences. Jimmy a vraiment les siennes et Emilio aussi. Et c'est vraiment là où on s'est dit, putain, en fait, il y a plein de
Il y a une croisée à faire de tout ça et on va récupérer ça pour faire le projet, quoi. Ouais, c'est des trucs qui allaient pas si mal ensemble en fait, bien que différents. Il me semble d'ailleurs qu'au tout début de votre projet, ça s'appelait pas du tout des ZY, mais il y avait un nom genre Origami. Exactement. Ouais, on s'est appelé des ZY après la période Covid, et pas tout de suite, parce qu'on a fait un concert, le Bus Palladium, c'était juste après Covid, j'ai un truc de mémoire. Ouais, juste après. C'est juste après Covid, et on s'appelait encore Origami. Ouais. C'est le super bus que je raconte, le Bus Palladium. Le Bus Palladium, ouais. On y a vraiment eu un tournant à ce moment-là. On venait de terminer de sortir notre premier EP, parce qu'on a sorti un EP, pas d'un coup, on a sorti des titres au fur et à mesure de l'année. Et à la fin de notre EP, on s'est vraiment dit, bon, qu'est-ce que c'est le projet, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Et pour ça, on avait vraiment besoin de tourner la page sur les directions artistiques ou sur les essais qu'on pouvait faire. On avait vraiment besoin de s'affirmer sur le choix qu'on voulait faire. Et de là, nous est venue aussi l'idée de changer de nom, histoire de recommencer, quoi. C'est ça. Origami est beaucoup plus froid, beaucoup plus brut. Il y a ce côté garage que beaucoup de personnes ont apprécié, justement, ce côté un peu rock garage, qu'on garde quand même sur certains morceaux, parce qu'on n'oublie pas ce qui nous a apporté notre premier public. Mais ZY est plus chaud et plus coloré. Mais il garde quand même sur certains morceaux, parce qu'on adore ça aussi, il garde quand même sur certains morceaux ce côté garage, froid. Mais au moins, il y a beaucoup plus de nuances, en fait. C'est surtout ça qu'à l'époque d'Origami. Donc ouais, le fait de passer à des ZY, c'était vraiment pour marquer le coup, aussi bien visuel que sonore, que tout, quoi. Que dans l'ensemble. Et pourquoi vous avez choisi finalement ce nom des ZY? Parce que dans la rue où il y a donc le studio dont on parlait, où on s'est rencontrés et où on est quasiment chaque semaine depuis cette époque-là pour répéter ensemble. On y a été tous les 4 et puis par groupe de 2, de 3 qui peut, selon, on essaye de se voir vraiment souvent comme le disait Alex. Et donc le studio est rue d'Élisy à Pantin. Et on a simplement gardé le D, le Z et le Y. On a contracté le nom de la rue pour... Pantin, c'est une ville en Seine-Saint-Denis. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça qui a donné notre nom, du coup. Vu qu'on s'est rencontrés dans le coin de Pantin et qu'on a tout de suite commencé à travailler au DGD Music Studio de Pantin, 36 rue de Lizy. On s'est dit, allez, c'est bon, les gars. Et puis bon, on avait cherché pendant quand même 3 mois, donc c'est long, 3 mois. C'est pas grand-chose avec le recul, mais en même temps, sur le coup... C'est long, 3 mois. Ouais, puis c'est singulier, des ZY, ça nous permettait d'avoir un nom pas trop répandu et donc reconnaissable et référent pour le référencement sur Internet, etc. Pour exister, c'était plus facile, quoi. Par exemple, l'Origami était déjà pas mal exploité. Alors, vous l'avez dit, alors vous êtes formé en 2018 et vous avez sorti vos premiers titres en 2021. Qu'est-ce qui se passe pendant 4 ans? Alors, on sait qu'il y a le Covid et forcément qui presque peut être annulé. De ces années-là. Qu'est-ce qui se passe pendant 4 ans? Sur quoi est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient assez évidentes pour vous et d'autres beaucoup plus dures? Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre qu'il y ait un creux aussi énorme avant la sortie des premiers morceaux, mais c'est surtout qu'on ne voulait pas sortir un produit et plus tard se dire c'est dommage, on aurait pu faire mieux. On a concentré nos efforts et ça a été aussi la recherche de l'univers. Le premier univers, c'était cette construction, ce fameux brouillon de ce que sera plus tard des ZY. Ouais, et puis avec des changements vraiment importants au final, comme le passage notamment de l'anglais au français, qui l'air de rien, ont pris pas mal de temps puisque c'était une vraie décision. Là, on n'écrit plus qu'en français. Et c'est pas forcément plus simple. Non. Et voilà, on a petit à petit vraiment évacué tous les titres qu'on avait en anglais et comme on les écrivait au début. Donc ça aussi, ça a pris une bonne période de changer tout ça. Bon, de toute façon, on vous a connu avec un titre en français. Le titre s'appelle Plein de soi. Et je vous propose qu'on l'écoute et puis on en parle juste après. Allez, c'est parti. Magnifique.
le soir, taché de sang pour sortir de l'eau. Un nouveau projet qu'on peut lire sur les regards des jeunes qui reflètent leur ego. Dans leurs yeux remplis plein d'espoir, ils essaieront de faire de leur mieux. La fenêtre m'affiche le reflet d'un cauchemar, des feux d'artifice fauchent les cieux. Enchaîne sur les mêmes destins, de bonnes idées, les yeux qui se ferment. Un tournant gênant et des questions qui reviennent. Un monde ouvert pour ceux qui créent la foule. Un de plus ne fera rien sur le temps qui s'écoule. Du hasard, trop fragile pour ne pas se mouiller. Sans savoir pourquoi ils bâtissent sans y croire la surcharge d'une espèce protégée. Sur les voies, dans les tirages, un jugement en toute modestie. Un ambitieux futur comme des avenirs qu'on brade, un nouveau venu sans avis. De bonnes idées, les yeux qui se ferment. Un tournant gênant et des questions qui reviennent. Un monde ouvert pour ceux qui créent la foule. Un de plus ne fera rien sur le temps qui s'écoule. C'était le titre Plein de soi de DZY, alors qui n'est pas dans votre premier EP qui s'appelle Itinéraire alternatif. Et d'ailleurs, je me demandais pourquoi. Alors, Plein de soi, c'est un morceau qui est sorti après notre passage à La Tanière. La Tanière, c'était un lieu de résidence pour nous dans le sud de la France, où on a pu justement bosser pendant une bonne semaine. Dans les Landes. Une bonne semaine. Et en fait, là-bas, c'est surtout un endroit de recul pour musiciens pour jouer avant d'être un studio d'enregistrement. Mathieu, qui a pu nous enregistrer là-bas, c'était un peu comme sur du bénévolat, si tu préfères, parce que c'est pas son métier premier, mais nous a, je trouve, pondu un enregistrement super cool. En tout cas, à notre niveau, que ce soit à l'époque ou même aujourd'hui, bah, nous, on trouve que c'est super cool. Et en gros, il n'est pas sur l'EP parce que c'est vraiment l'après. C'est la première page en fait de DZY. La transition. C'est la toute première ligne. Le morceau de transition entre le projet Origami et Daisy. Ça vous a permis de vous présenter en fait, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Et puis c'est à ce moment-là, je pense, on avait suffisamment
travaillé en tout cas pour pouvoir arriver à quelque chose de nouveau et de plus sûr et déjà de s'imposer dans le choix artistique qu'on voulait prendre. Ouais, de ouf. Et puis même, mis à part le français, comme tu le disais, même musicalement, il ressemble beaucoup plus à ce qu'on fait maintenant. Il ressemble beaucoup plus à des ZY qu'à Origami pour le coup. Alors je disais, votre premier EP, il est sorti, il est même disponible de partout. Alors il s'appelle Itinéraire alternatif. Et justement, cet itinéraire, il vous a conduit et il vous conduit où? Ça, c'est une bonne question. Vas-y. Pardon. Il nous conduit dans notre recherche, il nous conduit dans le quotidien déjà, parce que quand on est ensemble, ça nous permet d'être vraiment... ça paraît bateau de dire ça, mais c'est réel, quoi, une bouffée d'oxygène dans le quotidien qui est différent pour chacun. Nous quatre, on est 4 gars à part entière qui ont chacun leur vie, etc. Donc c'est déjà un peu ça, l'itinéraire alternatif. C'est la recherche de singularité dans notre musique, etc. Même si on est... c'est clair que c'est grave marqué par plein d'influences. Mais on essaie d'en dégager un truc unique, donc différent et à côté du chemin principal. C'est aussi la tanière et la résidence dont parlait Alex. C'est la tournée où on part la semaine prochaine. C'est aussi un itinéraire alternatif vers le soleil. Je sais pas si vous voyez d'autres trucs. C'est un peu. On a dans la vie, on a tous un but, quel que soit le but, et un chemin pour pouvoir y arriver. Disons que on essaye de peut-être voir d'autres méthodes possibles, que ce soit dans la manière de voir les choses ou la musique ou n'importe quoi. Justement, l'itinéraire alternatif permet peut-être de se dire que chacun emprunte la voie qu'il veut tant qu'il arrive à ce même but au final. Ouais, même de s'ouvrir à un chemin qui n'était pas celui prévu, entre guillemets. C'est ça. Et justement, je me posais une question et vous l'avez un peu évoqué aussi tout à l'heure. Vous avez laissé tomber l'anglais et c'est vrai que finalement, très souvent, quand on pense au rock, on pense à l'anglais. Il y a beaucoup de groupes même français qui chantent aussi en anglais. Vous, c'est pas le cas. Est-ce que c'est dû à vos influences ou c'est un vrai choix parce que vous aviez envie de chanter dans votre langue maternelle? Non, c'était avant tout une volonté du groupe. En fait, c'est un challenge d'une première part de se dire oui, c'est possible de faire du bon rock en français, même de faire de beaux textes chantés en français, et surtout que en fait la langue française est une langue riche et ce serait dommage de passer à côté d'une belle écriture. On a la chance de pouvoir nuancer énormément les mots. Après, les gens ont plus tendance à aller vers l'anglais parce que il y a ce côté phonétiquement c'est plus joli. C'est vrai qu'on a tendance à comprendre en français, d'où l'intérêt de bien choisir ces mots. Et effectivement, c'était ce côté un peu de challenge. Et on n'arrivera jamais à dire des choses aussi jolies que ce que peuvent dire les anglophones, tout simplement parce que c'est pas notre langue maternelle à aucun de nous quatre. Et justement, moi en tout cas c'est mon cas, je me suis orienté pas mal vers la variété française en écoutant ce qu'écoutaient mes parents. Et justement le choix de tous les mots qui étaient possibles d'utiliser et toutes les nuances. Et au final, c'est assez excitant de devoir écrire. Il y en a qui arrivent très très bien parce qu'il y a la différence, il y a quand même une différence entre la poésie et la chanson. Et il y a pas mal de trucs à bosser dessus, donc ça laisse pas mal de taf dessus. Ouais. Et vous écrivez tous ensemble? Oui, on écrit. Ouais, au final, ouais. Tout le monde a son regard de toute façon. Il y a un texte qui arrive et chacun vient essayer de rajouter son petit mot, sa phrase, sa tournure mélodique. Et au final, on chantera pas le morceau tel quel s'il y en a un des quatre qui est pas OK avec un mot, quoi. On réfléchit ensemble pour qu'au final, ça aille à tous les quatre à 100%, même s'il y en a 2 ou 3 qui l'ont réellement écrit. Alors, je m'attarde un peu à la partie visuelle parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, on vous voit très peu finalement, pour pas dire voire pas du tout. Est-ce que c'est un choix aussi de laisser un mystère et de ne pas utiliser vraiment des photos de vous?
Non, c'est comme un peu comme le reste, on a mis du temps un petit peu pour tout, en essayant de ne pas être pressé, de vouloir faire bien les choses. Et on s'est beaucoup concentré dans un premier temps sur la musique, justement, et peu sur notre apparence, notre façon de nous saper ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment un projet musical vraiment de ouf au début. On n'a pas vraiment réfléchi à comment apparaître sur scène, etc. Et c'est justement en multipliant les concerts avec l'expérience et tout qu'on a été amené maintenant à faire beaucoup plus d'efforts déjà vestimentairement. C'est pas des efforts, hein, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, mais on le marque vraiment sur scène de plus en plus. Faut venir nous voir pour voir les belles tenues. Et sinon, justement, même sur les réseaux, par exemple, dans des contenus comme ça, on va être amené à se montrer de plus en plus. C'est l'idée, en tout cas. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu plus encore sur les visuels, pour l'EP et même pour le single 1705, on entre dans un univers qui est encore plus coloré et qui est bien plus coloré que dans lequel on vit. Et ça, c'est très chouette. Est-ce que vous aimeriez qu'on vive dans ce monde-là? Ouais, ça c'est sûr. Tout le temps, je sais pas, mais tout le monde, peut-être des fois, ouais. Peut-être aussi tout le monde, il y a ce côté évasif. Ouais, je pense. Ouais, et là, pour le coup, c'était en revanche vraiment une vraie volonté que l'EP, la cover de l'EP soit pas une photo de nous, quoi. On a été tous les quatre assez d'accord rapidement pour se dire ok, on veut pas nos quatre têtes on n'avait pas vraiment d'idée, pas que ce soit pas bien, hein. Si on a vraiment un projet et une DA bien définie, ça peut être très cool, une pochette. On avait déjà plus ou moins les couleurs en tête de comment pouvait être cette EP. On savait qu'il y avait beaucoup de couleurs, on savait pas vraiment quoi mettre. Et au final, ça a reflété, comme ce qu'on disait tout à l'heure, ce changement qui s'est fait quand on est parti à la tanière. C'est ce côté évasif et c'est ce qui a du coup transpiré des titres qu'on a fait par la suite. Donc c'est ce qu'on a fait pour le représenter au mieux sur le visuel de l'EP. Et est-ce que vous avez travaillé avec quelqu'un ou c'est l'un de vous qui fait aussi ça, qui a réussi à traduire visuellement votre univers? Est-ce que vous vouliez aussi montrer visuellement? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui passent par la musique, mais aussi par les couleurs choisies notamment. L'idée, on l'a pondue nous-mêmes pour le coup. On a fait un peu des schémas, des trucs un peu dégueulasses visuellement parce qu'on n'est pas spécialiste là-dedans. Mais du moins des maquettes, des sortes de squelettes comme ça. Et après, non, on a confié l'idée qu'on avait à un graphiste qu'on n'a jamais rencontré en vrai, qui s'appelle Denis et qui est à Lille, Denis Fleurion. Et en fait, sur les réseaux, on a trouvé son taf vraiment cool. On lui a demandé s'il était OK de faire ça pour nous. Il était OK. Et donc, c'est parti. Et je crois que c'est pas le seul truc qu'il a fait. Ah oui, il avait bossé sur notre logo aussi. Il avait bossé sur notre logo, ouais. Tout naturellement, ça se fait de manière très naturelle encore. C'est-à-dire qu'on l'a contacté, ça devait être Jimmy, je pense, tu l'as contacté. Et il a même écouté ce qu'on faisait. À l'époque, on n'avait pas grand-chose, on avait plein de soie. C'était sur plein de soie. On avait plein de soie. Et en fait, il a grave kiffé le délire, le son, etc. Pourtant, il n'y avait pas non plus grand-chose encore à écouter. Et de lui-même, il nous a, d'après lui, son ressenti, ouais, c'est ça. Il nous a fait 2-3 petits visuels, franchement sexy, dont un avec beaucoup de couleurs, et ça rentrait carrément dans le délire de ces couleurs jaunes, rouges, violettes, avec ces formes très abstraites. Même sur la typo, il a très vite compris ce qu'on voulait essayer de retransmettre. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu besoin, on n'a pas eu énormément besoin de lui dire écoute, nous ce qu'on veut. Non, on lui a même pas dit nous ce qu'on veut. On lui a dit voilà ce qu'on fait. Toi, t'as ta patte, toi, t'as ton délire. Et lui, naturellement, il nous a envoyé trois, je crois, le logo des AY, le logo avec le diamond là, et non, mais de plusieurs couleurs. Ouais, c'est ça, c'était en différents coloris et le P. Et franchement, super cool. Et c'est pour ça que pour justement Itinéraire Alternatif et le single 1705, on est passé par lui, par Denis, et franchement, c'est super cool. Ouais, puis au moins le tout fait l'ensemble. Ouais, c'est vraiment un ensemble cohérent. Au tout début, effectivement, par exemple pour Origami, pour tous les clips
pardon, d'image par seconde, Stop motion. en stop motion, merci. Pour tous les clips en stop motion, c'est Emilio et ça c'est un travail monstre aussi, qui a fait en gros toute une action de coupage. Donc au tout début, c'est Emilio qui faisait nos visuels à base de croquis en stop motion. Donc tout le travail de coupage, collage, découpage, centrage, photo, montage, etc. Alors on l'a aidé un petit peu, mais forcément c'est plus facile. Enfin c'est plus facile. C'est peut-être plus pratique tout seul aussi, parce que c'est un truc un peu de minutie. Voilà. C'était plus pratique à plusieurs. C'était plus pratique à plusieurs en fait. Après, c'était les phases tests aussi, justement. Ouais. C'était la période où on essayait beaucoup de choses, que ce soit en termes de DA, en termes de chansons, c'était nos premières chansons. On s'était à peine mis d'accord d'écrire tous les 4 en français, donc il y avait tout à dessiner autour de ça, donc on a fait beaucoup de tests. Après, on a quand même là la chance maintenant d'avoir aussi collaboré avec pas mal de personnes qui nous ont fait notamment la photo, que ce soit Victor ou même en termes d'illustration, Améliane aussi qui peut nous apporter pas mal dessus. Donc maintenant on a ce qu'il faut pour pouvoir une petite équipe pour pouvoir avoir une direction artistique solide de choses qu'on aimerait évoquer, quoi. C'est ça. Il y a des gens avec qui on aime travailler aussi. C'est ça. On aime beaucoup. Alors je le disais tout à l'heure, c'est l'été, donc forcément les concerts reprennent. Et des ZY sur scène, ça donne quoi? Des ZY sur scène, quand la scène est petite, ça donne beaucoup de coups de guitare, de basse dans chacun d'entre nous. Parce qu'on aime vraiment beaucoup bouger. En fait, on aime beaucoup bouger dès qu'on joue. C'est pas forcément la scène qui amène ça, parce que Alex finira à genoux en répète aussi. Ouais. C'est pareil en fait, seul Pareil. dans un box, entre nous 4, on fait pareil, c'est plus fort que nous. Mais donc voilà, c'est un peu ça, Daisy sur scène, quoi. C'est les morceaux que vous pouvez entendre, mais avec plus d'énergie, plus d'électricité et beaucoup plus de mouvement surtout. Ah oui, il y a beaucoup plus de noise sur place, c'est sûr. Petite scène, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais c'est fun. Ouais. C'est compliqué les petites scènes, mais c'est fun. Et puis ça va, on est 4 les gars. Ouais. On n'est pas 5, 6 ou 7 avec un clavier et tout. On est 4. Ça va. On s'estime heureux. Justement, vous serez demain, le 6 juillet, à Bordeaux, à l'Antidote, pour votre virée d'été, comme vous l'avez dit. Une virée que vous avez déjà commencé. Et on vous retrouvera aussi à Paris le 27 septembre. Comment est-ce que vous vous préparez à la scène ? Là, on s'y prépare d'une manière un peu particulière, parce que c'est une première pour nous d'enchaîner 4 soirs d'affilée comme ça. Donc ça va être trop cool, mais on a bien répété et puis on se prépare pour justement pas brûler le premier soir et enchaîner 4 bons lives pour que le 4e soit aussi ouf que le premier. Et puis là, pour la prochaine date, ça va être aussi l'occasion pour nous maintenant qu'on a partagé pas mal itinéraires alternatifs, de petit à petit s'orienter vers d'autres compos, des nouvelles musiques pour pouvoir continuer encore le projet. Donc ça nous fait, là, la tournée qu'on fait en ce moment, ça nous fait la promo pour cette EP-là, et on se régale à la faire, cette tournée. Et ensuite, on va pouvoir continuer tranquillement le projet, quoi. Ouais, on est très heureux de jouer ailleurs qu'à Paris aussi. Ça change un peu pour nous et c'est grave cool de venir ici, de jouer dans diverses villes. C'est trop bien. On a joué avec les copains de Quartier Chat au Deux Machina à Bordeaux l'année dernière, et c'était la première fois. Je veux dire l'année dernière, et c'était une claque pour nous, parce qu'on justement on sortait un peu du bassin parisien et donc on est vraiment chaud de remettre ça. Et ouais, c'est top. Ouais. Franchement, c'est top. Alors justement, l'été, c'est là où la musique sort et vit aussi à l'extérieur. Et est-ce que vous auriez un artiste, peut-être chacun, ou une chanson chacun, qui vous fait penser à l'été, qu'elle soit d'actualité ou pas, enfin genre qu'elle soit de cette année ou des années précédentes, mais qui pour vous est votre chanson de l'année, de l'été? Moi perso, ça commence à être un peu old school maintenant, mais des trucs de la veine de Wiz Khalifa et Mac Miller là. Pour moi, ça sonne vraiment été, ça. Et ça peut être des artistes que je me pense souvent l'été, moins l'hiver, bizarrement. Ah, c'est vrai que ça c'était grave cool. Et vous?
Et toi, Emilio? J'en ai bien un en tête, mais c'est un peu rigolo, quoi. Vas-y. Moi, j'aime bien, c'est Zambla. Moi, ça me fait un peu penser Ah, à ce côté Zambla. un peu, la plage. Ah oui, Zambla, quel bel artiste. Quel bel artiste qui a fait ça pendant quelques années, fin 90, début 2000. Un peu de l'électro, mais soft. Soft, avec une base derrière super cool. Et c'est surtout les paroles et le personnage du gars qui est... ouais, c'est sûr, qui fait penser à l'été, les vacances, etc. Ouais. Très cool, Zambla, ouais, très cool. Moi, moi, j'adore les Red Hot Chili Peppers. J'adore. Et le morceau que je kiffe qui passe à n'importe quel, pour moi, à n'importe quel moment de l'année, et surtout en été, ça va être Can't Stop, tout simplement. Sorti en 2022 sur l'album By the Way. Incroyable ce morceau. Puis je pense que j'ai été matrixé aussi par les vidéos de concerts sur internet où les mecs, tu sais, ils vont en Californie, il fait beau, il y a du soleil. Il y a une couleur en fait dans le visuel, et tout de suite mon cerveau il va ramener ça en fait à l'été et tout. T'associes l'image, forcément. Mais bien sûr, California. Moi, je dirais les musiques qu'il y a dans une comédie musicale qui s'appelle Hair. Ah ouais, de nom, je connais. Et toutes les musiques, tout le film, bon, ça se passe à l'automne dans le film, mais c'est fleuri, ouais. Ah ouais, il y a pas mal de couleurs. C'est genre Men I Trust pendant tout le film? Non, justement, c'est. Non, c'est pas ça. Ah ouais, un peu hippie, ça, okay. L'été, quand tu te promènes. Woodstock, ma gueule. Ah ouais, je vois. un peu rétro. Là. Bon, on a déroulé un petit peu le fil de vos débuts jusqu'à aujourd'hui. Et justement, qu'est-ce que vous diriez à vous, enfants, qui commencent la musique? Alors, certains qui sont au chant, d'autres qui sont avec les instruments. Si vous pouviez leur parler. Moi, je dirais d'en faire encore plus tôt que j'en ai fait. Donc, si je pouvais parler à moi, vraiment enfant, je me dirais d'attaquer là plutôt que quand j'ai attaqué vraiment. Et je me dirais aussi d'en faire direct avec des gens, quoi. Parce que j'en ai longtemps fait seul pour apprendre, et c'est tellement mieux avec d'autres personnes, que ce seraient les conseils que je me donnerais. Je pense que je me conseillerais des batteurs. Je me dirais, voilà, il faut que tu écoutes ça parce que tu l'as découvert trop tard. Et... Moi, je pense que je lui dirais, mec, ça va être incroyable. Ouais, change rien. Non, mais c'est ce que je te dirais, change rien. Non, mais c'est le meilleur. Les choses sont faites comme ça. C'est presque un hasard qu'on se soit rencontrés au final. Donc, on peut pas. Moi, je peux pas vraiment me. Enfin, il y a 10 ans, je pouvais pas vraiment me projeter sur ce que j'allais faire et tout. Donc, tu vas c'est rigoler, vraiment. tu lui dirais. Ah ouais. Bah, plus dans ce sens-là. Ouais. C'est sûr que si c'était juste lui parler, je lui dirais ouais, premier degré, bah change rien, parce que tu vois, nous on est là, on est ensemble, on kiffe et tout. Et si vraiment je devais lui donner un conseil, c'est dès le début, bosse un peu plus au doigt. Lâche un peu ton médiator, bosse un peu plus au doigt, histoire que la mémoire musculaire elle se fasse très tôt. Mais sinon, non, change rien, mon grand, t'inquiète. Alors, je le disais, votre premier EP est disponible, il s'appelle Itinéraire Alternatif. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et justement, quel est le morceau que vous aimeriez partager justement pour terminer cette interview? Ouais. Vol de nuit, par exemple. Il est un peu solaire et on parlait d'été, donc allons-y. Eh bien, on écoute tout de suite Vol de nuit. Merci beaucoup, les garçons, d'avoir été avec moi. Merci, Emilio, Alex et Jimmy d'avoir été avec moi. Merci à toi, merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas de les suivre sur les réseaux, puis allez les voir sur scène. Ils seront demain à Bordeaux, ils seront à Paris en septembre, et puis peut-être qu'ils seront vers chez vous les mois et les semaines qui arrivent. Donc, suivez sur les réseaux. C'est le groupe qui s'appelle DZY. C'est aussi simple que ça, 3 lettres, et vous les trouverez de partout. Et puis il y a aussi plein d'autres titres qu'on n'a pas écoutés, qu'on a un peu évoqués, et qui sont sur cette nouvelle EP qui s'appelle Itinéraire bis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était super. À bientôt. Merci.
te vois souvent dans ces moments, ma belle, à t'inventer des histoires ou finir encore